Enfin, donc ça fait, bon, même si ça ne concerne pas énormément de familles, ça fait quand même un bel effort pour un certain nombre de familles, surtout qu'on a ajusté, même pour les familles qui n'habitent pas à Chicourt, on a ajusté en fonction du quotient familial. Ça veut dire qu'une famille pouvait payer l'année dernière, ou devait payer lors du dernier départ des classes de neige 600 euros, même si elle avait un quotient inférieur à 220. Cette année, cette même famille paiera 78 euros pour envoyer son enfant en classe de neige, ce qui permettra quand même, je pense, de pouvoir faire profiter tous les enfants de cette belle sortie à la neige. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, donc, il vous est demandé au moment du conseil municipal de fixer la participation des parents selon le barème qu'on vient de vous présenter, d'accorder une réduction de 20% au deuxième enfant et plus d'une même famille, et d'affecter par sécurité une somme de 1 000 euros au budget pour aider les familles en difficulté lors de règlement des sommes dues. Sur les mandats précédents, parce que j'ai jamais eu à gérer ça, mais sur les mandats précédents, ça arrivait qu'une famille vraiment tellement en difficulté qu'elle menaçait que son enfant ne parte pas en classe de neige. Donc il y a un crédit qui avait été prévu pour permettre de payer à la place d'eux, et donc on renouvelle ce qui a été fait par l'ancienne équipe, c'est-à-dire permettre à tous les enfants de partir en classe de neige. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne aussi les classes de neige, donc je redonne la parole à Déborah. Oui, donc celle-ci concerne le recrutement des encadrants pendant cette classe de neige. Ils sont au nombre de 10 animateurs, ce qui représente 2 animateurs par classe et d'une infirmière. Des questions? Non? Donc il vous est proposé de recruter pour seconder l'équipe pédagogique 10 adjoints d'animation territoriaux non titulaires, de recruter une infirmière pour faire office d'assistant sanitaire et d'engager les dépenses correspondantes. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne encore les classes de neige. Oui, ben, cette fois-ci, c'est pour pouvoir indemniser le personnel enseignant qui part donc avec sa classe pour un montant de 21 euros, je crois, par jour, ce qui représente environ 168 euros par enseignant. Excusez-moi. Pas de questions. Donc il vous est demandé d'attribuer une indemnité de 21 euros par jour et par enseignant, soit 168 euros par enseignant, et d'engager les dépenses correspondantes. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci, adopté à l'unanimité. Alors la délibération suivante, je ne vais pas vous la lire, parce que vous avez reçu le dossier de préparation. Donc sur ce dossier de préparation du conseil municipal, vous avez vu le budget qui est prévu pour cette étude de programmation de l'équipement mutualisé de lecture publique, c'est-à-dire la construction de la médiathèque intercommunale de la ville de Borin et de la ville d'Achicourt. Donc là, c'est simplement de demander une subvention, notamment au département dans un premier temps, en sachant qu'on aura par la suite une subvention de la direction régionale de la culture, mais la subvention de la direction régionale de la culture sur cette étude viendra en même temps que le dossier d'investissement. La DRAC subventionne globalement les études et l'investissement. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver le plan de financement de l'étude, de préfiguration de l'équipement, de m'autoriser à solliciter la subvention du département évaluée à 7 400 euros et de m'autoriser à prendre toutes les dispositions relatives à cette étude et à son financement. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, Ludovic. Oui, donc cette étude portera uniquement sur l'emplacement de la future médiathèque, ou elle portera également sur les charges qui resteront, les charges de fonctionnement qui seront à charge de la commune? Alors on n'en est pas encore du tout à l'étude des charges de fonctionnement du futur équipement, c'est ça la question? Oui, c'est bien ça, oui. D'accord. Donc alors là, pour l'instant, on est loin d'attendre à ce niveau-là. L'étude va nous permettre de déterminer, en fonction des besoins exprimés
par les utilisateurs des médiathèques, par les responsables des structures, par l'ensemble des futurs utilisateurs, quel type de construction on va faire pour répondre à quels besoins et avec quel dimensionnement et puis effectivement à quel endroit. Nous donner une idée aussi globale de l'ordre du. Alors après, quand la construction sera en cours, on verra comment le budget, notamment en matière de fonctionnement et notamment en matière de personnel, sera nécessaire pour faire tourner l'équipement et en fonction de ça, comment va se répartir les charges entre la commune de Borin et la commune de Chicourt. Ce que je peux simplement donner comme information pour l'instant, c'est que sur l'étude, la répartition de la charge a été décidée en fonction de la population. Ça fait globalement, si je ne me trompe, je parle sous le contrôle de Mathieu Desjardins, le directeur général des services, mais la clé de répartition, ça doit être 42-58, voilà. Donc nous, on paie 58% de l'étude et la ville de Borin paiera 42%. C'est un critère qui est relativement incontestable. On prend le chiffre de l'INSEE de la population, réparti proportionnellement, donc il n'y a pas de discussion trop importante et au moins on est d'accord et ce chiffre-là, il est officiel. Donc oui, Nicolas. Pour dire, c'est 58% de l'étude, moins les subventions, bien sûr, qu'on aura des différents partenaires. Donc finalement, quand on regarde, il reste il y a 6-7 000 euros sur les 29 000. Voilà. Voilà. Donc sur cette délibération concernant la demande de subvention pour l'étude de faisabilité, d'autres questions? Oui. Est-ce qu'Annie va participer justement à ce financement? Voilà, donc pour l'instant, je l'ai dit depuis le début de ce conseil, donc j'ai cité Borin et Achicourt. Alors, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le plan de financement de l'étude de préfiguration, de m'autoriser à solliciter la subvention de 7 000 euros auprès de la département du Pas-de-Calais et de prendre toutes les dispositions. C'est abstention, opposition, merci, adopté à l'unanimité. Délibération numéro 8, donc là je vais donner la parole à Sylviane Dalpos, ça concerne un programme européen d'accompagnement de la collectivité. Merci. Donc en fin d'année 2020, nous avons répondu à un appel à projet qui nous avait été envoyé et qui concerne un projet financé au niveau de l'Europe. Ce projet avait comme objectif d'équiper les agents des collectivités pour permettre le télétravail, de aussi accélérer la dématérialisation des services des collectivités territoriales et aussi d'apporter une solution aux personnes éloignées du numérique. Donc nous avons donc répondu tout de suite à l'appel à projet. C'est vrai qu'on est resté un petit moment sans avoir beaucoup de nouvelles. Et puis là, on a su que notre projet avait passé une première étape, celle de la communauté urbaine, puisque c'est elle qui est le maître d'œuvre pour ce projet-là. Donc on a déposé un dossier complet pour permettre de financer notamment pour vous qui utilisez souvent les services de la ville, équiper la salle du conseil municipal et la salle de commission afin de permettre des échanges aussi bien avec les partenaires qu'avec les salariés si malheureusement on aurait à revenir au télétravail. Donc la dépense totale est estimée à 30 840 euros. Ce dossier qui a été déposé nous permettra d'obtenir une subvention de 26 700 euros. Donc le dossier est déposé, on nous demande de prendre une décision au conseil municipal pour permettre éventuellement de signer la convention qui lierait la CUA et la ville et le FEDER sur ce projet. Donc on vous demande d'approuver le projet de convention de partenariat pour ces objectifs et d'autoriser monsieur le maire à prendre toute décision
ou tout acte nécessaire à la mise en œuvre du projet. Est-ce qu'il y a des questions? Mais vas-y, Didier. Oui, je voudrais intervenir sur cette délib. Bon, moi, je trouve ça très bien, hein, comme tu dis, qu'on fédère pour les thématiques que vous venez de rappeler. Je tiens à rappeler aussi que REACT EU a d'autres thématiques, hein, comme la santé, le soutien aux PME, dans ce plan de relance. Et puis, j'insiste aussi sur une autre thématique, la transition écologique. Alors, je sais que ça rentre peut-être dans le domaine de compétences de la communauté urbaine sur tout ce qui est pistes cyclables, etc. J'espère que vous pousserez la communauté urbaine dans ce sens, parce que nous, tout au moins sur Achicourt, nous en avons un très très grand besoin. Alors bien évidemment, je pense que la communauté urbaine, c'est vraiment la collectivité qui cherche encore beaucoup plus que nous l'ensemble des subventionnements qu'elle peut obtenir pour développer la collectivité. Au titre des déplacements doux notamment, et on peut quand même signaler et se féliciter que le budget consacré notamment aux pistes cyclables, même si on a un retard considérable par rapport à d'autres collectivités à travers l'Europe par exemple, on a beaucoup de retard pour l'instant, mais il faut savoir que le budget consacré au développement des pistes cyclables sur la communauté urbaine d'Arras, depuis cette année, a été multiplié par 10 par rapport à ce qui se passait les années antérieures. Pour l'information de chacun, le budget consacré aux pistes cyclables était de 300 000 €, il est passé à 3 millions d'euros cette année, ce qui est quand même un bel effort, et on espère effectivement, Didier, que la ville d'Achicourt va en récupérer toute sa part, et plus que sa part, parce qu'on a beaucoup de retard à rattraper, et lorsqu'on parle notamment de la circulation autour du collège, comme on l'a fait tout à l'heure en réunion de cellule de veille à la ville d'Achicourt, on a la nécessité de protéger notamment tous nos collégiens lorsqu'ils arrivent ou qu'ils partent du collège. Mais pour l'instant, il n'y a aucune piste cyclable dans ce secteur-là, donc j'espère bien qu'à échéance relativement brève, on pourra compléter ce manque. Mais en tout cas, je pense qu'on peut se féliciter et féliciter nos services et notamment notre volonté d'aller chercher effectivement une subvention de 26 000 € sur une dépense de 30 000, ça c'est quand même assez conséquent, et je pense que ça vaut le coup d'aller dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc qui s'abstient, qui vote contre, merci, adopté à l'unanimité. Alors, la délibération suivante concerne toujours une demande concernant le numérique, mais concernant les écoles. Donc, je vais redonner la parole à Déborah. Merci. Cette délibération fait suite à une précédente qu'on a présentée en juin concernant l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles primaires. Vous voyez, notre demande a été approuvée. Nous attendons une subvention de 22 673 € qui représente environ 80% de la dépense qui sera engagée. Et celle-ci va nous permettre d'harmoniser, j'ai envie de dire, les équipements des classes dans les écoles en tableaux interactifs, en tablettes tactiles et autres applicatifs qu'ils pourront utiliser. Globalement, avec cette dotation du socle numérique, c'est un projet par contre là lancé par l'Éducation nationale, toutes les écoles d'Achicourt seront au même niveau d'équipement. Il n'y a pas une classe qui sera privée d'ordinateur, privée de tableau interactif ou son évolution, etc. avant la fin de l'année scolaire 2021-2022. Donc il vous est demandé de m'autoriser simplement à signer la convention de financement relative à ce projet. C'est-à-dire qu'on a déjà passé cette délibération à un précédent conseil municipal, mais il y a nécessité de revoter en m'accordant expressément l'autorisation de signer cette convention. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Est-ce qu'il y a des... Oui, juste pour dire qu'en fait, vous voyez, la somme correspond à une partie de notre décision modificative de tout à l'heure, donc on a inscrit cette somme dans notre budget. Merci Nicolas. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci, adopté à l'unanimité. Alors la délibération suivante concerne ce qu'on appelle les redevances scolaires. Bon, pour ceux
qui ont un peu d'ancienneté, ils voient de quoi je parle, mais pour ceux qui sont nouveaux, en fait, jusque maintenant, les collectivités d'Arras, Borin et Achicourt avaient ce qu'on appelle des accords de réciprocité. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant était scolarisé à Arras, la ville d'Achicourt payait une participation à la ville d'Arras, et inversement, la ville d'Arras payait une participation à la ville d'Achicourt. La même chose avec la ville de Borin. Et on s'est rendu compte en regardant les années précédentes, et vous avez le détail dans la délibération, que globalement ça faisait, on se donnait 100 francs pour recevoir, enfin 100 euros pour recevoir 100 euros. Donc c'était un jeu d'écriture qui était un peu inutile. Et deuxième point, on s'engage de plus en plus, comme disait tout à l'heure Didier Villemaet, dans une collaboration, un partage, une mutualisation, un partage des responsabilités, un partage des financements entre les communes, en se disant, de toute façon, que ce soit un enfant d'Achicourt ou un enfant d'Arras, on le prend en charge de la même façon. Donc on vous propose de supprimer cette redevance scolaire entre les communes et de dire à un enfant qui est scolaire, à partir du moment où la collectivité a accepté un enfant d'Achicourt chez elle, et elle assume les charges de la scolarité, et nous, à chaque fois qu'on accepte un enfant d'une autre commune, on accepte les charges de scolarité. Voilà ce qu'on vous propose dans cette délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non, merci. Donc il vous est proposé de supprimer la redevance scolaire pour les élèves scolarisés au sein des écoles publiques pour les non-résidents sur la commune d'Achicourt à compter de l'année scolaire 2021-2022, c'est-à-dire immédiatement, d'abroger les accords de proximité entre les communes d'Achicourt, d'Arras et de Borin. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci. Adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne le soutien au tissu économique local. On a déjà abordé la question l'année dernière. Donc, il existe une taxe locale sur la publicité extérieure. On s'est rendu compte, pareil en regardant le dossier de près, que globalement, un certain nombre d'afficheurs payaient la taxe, d'autres ne payaient pas. Et on avait déjà décidé l'année dernière d'exonérer une partie de la taxe dans le cadre des efforts que les commerçants ont dû faire pour faire face à la crise sanitaire. Donc on vous demande une nouvelle fois cette année d'exonérer tous les commerçants de cette taxe, en sachant qu'à partir de 2022, on va faire un recensement exhaustif des responsables, enfin des afficheurs pour taxer tout le monde et pas faire d'exception, ce qui risquait de se passer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette taxe locale sur la publicité extérieure? Nicolas, oui. Juste pour préciser que c'est une taxe qui nous rapporte entre 2500 et 3000 euros, et on a des frais liés à cette taxe de 2000 euros. Ce qui fait que ça nous rapporte 1000 euros par an. C'est pour donner un petit ordre d'idée. Ah oui, on avait des frais, effectivement. Des questions? Non. Il vous est demandé d'approuver l'exonération pour l'ensemble des commerçants redevables de la taxe locale sur les publicités extérieures à hauteur de 100% du montant annuel de la taxe initialement fixée pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci. Adopté à l'unanimité. Alors, les délibérations suivantes, il y en a quelques-unes les unes derrière les autres, ça concerne justement les groupements de commandes publiques, etc. Vous savez, les uns et les autres, on a beaucoup plus d'avantages de faire une commande à 3 ou 4 que de faire une commande tout seul auprès d'un fournisseur. Plus on est unis, mieux on peut négocier des prix. Donc on vous propose d'abord une première délibération concernant une étude sur les classements et la gestion des archives communales. Je pense que dans toutes les communes actuellement on a beaucoup de retard en la matière et on veut moderniser ce type de fonctionnement et qu'on puisse avoir des outils adaptés à notre période. Et donc pour l'instant ça n'existe pas, donc on veut faire un groupement de commandes qui sera piloté par la ville de Dainville, qui va associer les villes de Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy, Sainte-Catherine et Achicourt pour voir comment on peut traiter au mieux
la gestion des archives communales et le classement du courrier par exemple. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de valider la constitution de ce groupement de commandes, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention constitutive et de désigner Nicolas Ouana comme représentant titulaire du groupement de commandes et Benoît Leclerc comme représentant suppléant pour la commission d'appel d'offres. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Merci. Adopté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est le même objectif, c'est de travailler ensemble pour avoir des coûts inférieurs. La différence par rapport à la délibération précédente, c'est que cette mutualisation des achats a déjà été enclenchée par l'ancienne équipe municipale, puisque ça concerne la vidéoprotection. Notamment au niveau de cette salle, il y a un certain nombre de caméras qui sont installées pour la commune d'Achicourt, il y en a aussi sur la place de Rouen. Et donc le contrat concernant cette vidéoprotection arrive à son terme, et donc il est nécessaire de renouveler ce contrat. Donc en la matière, on n'a pas pris par rapport au groupement de commandes qui cette fois-ci sera piloté par Arras et il concernera les villes aussi de Bourrin, Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy, Sainte-Catherine et Achicourt. On n'a pris aucun engagement complémentaire par rapport au précédent contrat qui avait été validé par Pascal Lachambre. La seule chose, c'est qu'on reste dans la dynamique de travailler ensemble et pour l'instant, on reste sur la décision qui avait été prise par la ville, c'est-à-dire on achète du matériel à bon prix puisqu'on est en groupement de commandes, mais on ne suit pas la politique générale, notamment de la ville d'Arras, qui est d'avoir un centre de supervision. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. S'il n'y a pas de questions, je vous demande de valider la constitution de ce groupement de commandes, de m'autoriser à signer la convention constitutive et de désigner pareil Nicolas et Benoît pour faire partie de la commission d'appel d'offres du groupement. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, toujours dans le même esprit, concerne, je vais peut-être passer la 14 et 15 parce qu'en fait comme c'est la même chose, sinon je l'aurai. Donc la délibération numéro 14 concerne l'acquisition du gaz naturel et la délibération numéro 15, l'achat d'électricité. La différence, c'est que l'achat d'électricité se fait auprès de la Fédération départementale de l'électricité, alors que, les deux d'ailleurs, les deux. Est-ce qu'il y a des questions sur cette mutualisation des achats publics? Non, je vous en remercie. Donc pour ces deux délibérations 14 à 15, je vous demande d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, de fixer et de réviser la participation financière de la ville d'Achicourt et de m'autoriser à signer le formulaire d'adhésion au groupement et de prendre toutes les mesures d'exécution relatives à cette délibération. Des abstentions, des oppositions, merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, je vais donner la parole à Patrick Lemaire. Ça concerne justement une des attentes de Didier, c'est-à-dire le verdissement de la ville. Patrick, à toi. Bonjour à tous également. Donc la délibération traite de deux sujets. Il y a effectivement elle est principalement axée sur une autorisation d'un dossier administratif en vue d'obtenir des subventions de la région dans le cadre d'un de ses plans arbres. Une subvention qui va permettre de répondre à l'enjeu important de boisement de la commune. Je ne vais pas revenir sur l'enjeu de l'arbre dans la ville, je pense que tout le monde l'a à peu près, lutter contre les eaux de chaleur, lutter aussi contre le froid, les coups de vent, l'air pur, etc. Et puis aussi le confort visuel, c'est plus agréable de voir un arbre que du riz. Mais pour cela,
notamment par le centre technique. On a une action fonctionnelle donc, qui est l'élaboration d'un système d'information géographique, ce qu'on appelle un SIGE, qui permet en fait de recenser tous les espaces verts de la commune. Hein, on est aux alentours quand même de 45 hectares, il faut savoir, c'est pas neutre la gestion. Utilisé à la plantation d'arbres. Donc on repère en fait les espaces verts, on les met sur SIGE. Alors on les connaissait, on a différents plans, il y en a là, il y en a là. Ça va être réuni. On va le faire de façon informatique et on va calculer toutes les surfaces aussi. On aura toutes les données en fait, vertes réunies. Information géographique. Le système il est mis également les équipes terrain, l'action opérationnelle, c'est effectivement de contrôler sur le terrain par quoi ces espaces verts sont déjà occupés. Hein, s'il y a déjà des arbres, des arbustes, quelle nature, quel état sanitaire aussi. Parce qu'avant de replanter, on va avoir une phase de nettoyage, d'assainissement de ces espaces verts pour permettre en fait de replanter correctement. On va abattre les arbres morts, on va élaguer, on va essayer de sauver certains arbres, mais il y en a certains qui sont trop abîmés par des tailles mal maîtrisées depuis des années et qui aujourd'hui vivotent et représentent un danger en fait, pour la population de rupture. Donc il y aura bientôt une première campagne en fait, de nettoyage. Alors on ne va pas y aller, les tronçonnaises, elles ne vont pas y aller à fond, hein. C'est strictement contrôlé, rassurez-vous, j'y veille personnellement. C'est aussi un travail qui sera fait en commission cadre de vie et puis développement durable, où on réfléchira au rythme, ce qu'il faut enlever et ce qu'il faut replanter. Donc ce schéma directeur, il est en cours d'élaboration, il sera présenté aux commissions que je viens de citer. Il servira aussi à repositionner les essences en fonction des contraintes urbaines, parce que planter un arbre en milieu urbain, c'est compliqué. Il y a des habitations, il y a encore aujourd'hui des réseaux aériens, il y a des proximités de réseaux enterrés, il y a plein de contraintes qui font qu'on ne peut pas planter un arbre n'importe comment. Donc il y a des espaces ouverts qu'on connaît tous comme la Bassure, comme le Pré, c'est assez facile. On va adapter la hauteur de l'arbre. Correspond au schéma directeur de boisement. Pour un boisement intelligent, efficace et pérenne, on a besoin d'abord de construire des bases fortes. Et donc parallèlement à ça, planter, ça a un coût, un arbre ça a un coût. Surtout que si on veut que ça aille un peu vite, il va falloir prendre des arbres qui ont quelques années déjà de croissance. Donc il faut qu'on soit aidé. Donc on recherche des subventions, donc il y en a une là. Alors cette subvention elle est liée à une obligation de faire planter les arbres par des entreprises, forcément, hein, c'est un peu un donnant-donnant. Mais il y a aussi plein d'autres actions, je pense à Plantons le décor ou bien les 100 000 arbres pour demain qui est porté par la Voie du Nord, qui sont des actions citoyennes. Donc on va aussi faire des actions citoyennes de plantation d'arbres et puis parallèlement des actions faites par des entreprises pour planter. Donc ça c'est à peu près le cadre de la plantation. Donc ce qui vous est demandé simplement c'est de nous autoriser à demander la subvention qui va permettre d'apporter un premier élan financier, même s'il est minime. Juste sur l'apport financier aujourd'hui on a à peu près 10 000 euros de fixé. L'ancienne équipe avait mis au budget cette somme pour un état sanitaire justement de la végétation sur Achicourt, qui était une très bonne chose. Aujourd'hui, on s'est dit que tout compte fait, il suffit d'attendre l'été pour voir quel arbre a des feuilles ou pas de feuilles, pour savoir s'il est mort ou dans quel état il est. Donc on a recensé durant la période estivale cet état. Alors il est visuel, mais à mon avis, un arbre qui n'a plus de feuilles, on peut le considérer comme mort, et de transférer directement cette somme sur du concret, c'est-à-dire sur de la plantation. Voilà, il ne faut pas perdre un échange. L'ambition, c'est 250-300 arbres sur la mandature minimum. Voilà. Merci Patrick. Donc il vous est demandé d'approuver ce plan de boisement, de solliciter l'aide de la région des Hauts-de-France et de m'autoriser à demander toutes les subventions possibles.
et de procéder aux consultations et prendre toutes les dispositions administratives et financières correspondantes. Didier va intervenir à tout Didier. Oui, simplement une petite intervention. Bon, ben, moi, je suis tout à fait satisfait de s'inscrire dans un schéma directeur de ce type. Hein. On verra en commission, stratégie de développement durable, etc. Quand on regarde bien Chicourt, c'est toujours étonnant de savoir que près de 50% de sa surface est agricole. On n'a pas l'impression de le voir. Lorsqu'on fait le recensement des espaces verts, j'avais pu le faire rapidement, on voyait que les espaces verts représentaient 7% du territoire d'Achicourt, et donc si on le ramène à son milieu urbain uniquement, on est donc à 14%. J'espère, et ça il faudra, je pense qu'on le verra en commission, c'est que l'implantation de ces arbres ne soit pas uniquement faite dans des endroits tels que Basse-sur, où il existe déjà une végétation, mais surtout que ces implantations puissent revenir en milieu urbain, et c'est là qu'on en a bien besoin. C'est ce que j'ai développé, mais planter des arbres en milieu urbain, restreint, etc., ça demande quand même une réflexion pour qu'ils vivent correctement ces arbres. Donc je dis simplement, le pré la Basse-sur sur les espaces facilement exploitables, très vite pour planter, etc., pour enclencher le... Bien, donc suite à ces précisions, est-ce qu'il y a d'autres demandes? Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, merci. Alors, la délibération suivante donc, va nous présenter Patrick Lemaire concerne la vente d'un logement locatif social. C'est une délibération de forme. Puisque la maison ne nous appartient pas, elle appartient au bailleur social Pas-de-Calais Habitat. Donc simplement, et c'est assez régulièrement, puisqu'on vous a déjà présenté ce type de libération, le bailleur social désire vendre un de ses biens, parfois à la demande du locataire, qui fait une proposition, et puis ça permet de sortir certains bâtiments du parc logement social, et puis permettre à des locataires de devenir propriétaires, donc ça c'est une très bonne chose. Alors pourquoi on vous présente la délibération? Simplement que dans le cadre des constructions par des bailleurs sociaux, c'est la commune qui se porte garante à 100% des emprunts. Donc elle a une part en fait un petit peu administrative, et du coup doit quand même donner son accord pour la vente d'un logement de Pas-de-Calais Habitat, parce qu'elle est caution des emprunts du bailleur social. Voilà. Des questions? S'il n'y en a pas, je vous demande d'émettre un avis favorable à la vente du logement de Pas-de-Calais Habitat et de m'autoriser à prendre toutes les dispositions administratives et financières concernant cette cession. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non, merci, adopté à l'unanimité. Donc dans la délibération suivante, on change complètement de secteur. On va parler de réussite éducative et notamment du contrat enfance-jeunesse. Je mets la parole à Sylviane Dalpos pour présenter cette délibération. Alors, la ville d'Achicourt est signataire d'un contrat enfance-jeunesse avec la Caisse d'allocation familiale depuis de très très nombreuses années. Et la dernière convention couvre la période 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Donc dans le contrat enfance-jeunesse, je le rappelle pour ceux qui ne connaissaient pas ce dispositif, est repris RPE ex-RAM Caramel, la ludothèque, le musée qui est actuellement en gestion de délégation de services publics, la coordination des actions en direction de la petite enfance. Tout à l'heure, monsieur le maire vous a dit qu'on avait embauché une deuxième animatrice petite enfance. Donc c'est un poste qui est repris dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. On a aussi des actions qui sont mises en place par le centre socio-culturel, puisque les centres de vacances, et lorsque c'est possible, je dis c'est possible parce que c'est fonction des dépenses, la coordination en direction de la jeunesse. Ces structures bénéficient d'un bonus
de financement de la CAF en plus des prestations habituelles. Alors les contrats enfants-jeunesse vivent leurs dernières années puisque au niveau national, il a été décidé de remplacer les contrats enfants-jeunesse par des conventions territoriales globales et progressivement, pour pas effectivement mettre une cassure dans les projets, progressivement, c'est à chaque renouvellement, chaque fois qu'un contrat enfant-jeunesse est à renouveler, la caisse d'allocation familiale renégocie non plus un nouveau contrat enfant-jeunesse, mais une convention territoriale globale. L'objectif est que ces conventions territoriales globales aillent au-delà de ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire aillent au-delà de l'enfance et de la jeunesse, mais couvrent aussi des champs qui sont des champs habituels des CAF, c'est-à-dire la famille, le logement, etc. Donc notre contrat enfant-jeunesse est à échéance au 31 décembre 2021. Donc on ne s'était pas trop préoccupé du renouvellement puisque on avait encore toute l'année prochaine pour le négocier. Mais la Caisse d'allocation familiale est revenue vers nous en disant que la Caisse nationale a décidé d'un dispositif transitoire qui est une aide supplémentaire aux accueils de loisirs qui sont au-dessus d'un prix plafond. Et les accueils de loisirs qui sont actuellement gérés par le centre social sont en dessous de ce prix plafond, ce qui permettrait de verser une aide complémentaire au centre social pour le fonctionnement des accueils de loisirs de mineurs. Mais il y a une condition pour ça, c'est que la municipalité anticipe l'entrée dans une convention territoriale globale. Donc n'attendent pas l'année 2022, mais dès maintenant, mettre fin au contrat enfant-jeunesse en cours et s'engage à ce que, dès le début de l'année 2022, une CTG soit signée. Alors aussi, pour votre information, les conventions territoriales globales sont en général menées avec les intercommunalités, donc des tractations, enfin des actions sont actuellement en cours avec la communauté urbaine d'Arras, qui, elle, s'engagera sur un pilotage global de la convention territoriale globale. Et sur le territoire, il y a 10 contrats enfants-jeunesse, resteront à la main, bien sûr, des communes pour les actions qui sont dans le giron des contrats enfants-jeunesse. Donc, ce qui nous est demandé, c'est de mettre une fin anticipée au contrat enfants-jeunesse actuel, avec la certitude que l'on garde les financements que l'on avait jusque maintenant, mais aussi de s'engager à ce qu'en 2022, on signe une convention territoriale globale, ce qui permettra un financement supplémentaire d'environ 7 000 € pour le centre social. Donc il vous est demandé de valider cette fin anticipée du contrat enfant-jeunesse, de s'engager à signer une convention territoriale globale dès début 2022, de façon à ce qu'on puisse percevoir ce financement qui pourra être effectivement reversé au centre social pour le fonctionnement des accueils de loisirs, des accueils de mineurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Apparemment non. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci, adopté à l'unanimité. Délibération suivante concerne le renouvellement du bureau de l'association foncière de remembrement. Donc là, en fait, c'est vraiment une délibération pour valider un domaine qui nous est étranger, mais sur lequel on n'a pas beaucoup d'incidence. Donc l'association foncière de remembrement, c'est une association de propriétaires fonciers qui gère les chemins ruraux. Donc il y a un remembrement, donc on a séparé les parcelles et on passe. On a nécessité d'avoir des chemins pour passer d'une parcelle à l'autre lorsqu'on est exploitant. Donc ils ont la responsabilité, ils sont créés en association foncière, autrement dit en structure juridique publique, pour gérer ces espaces-là. Et donc il y avait des gens forcément comme l'âge, donc il manquait des membres au bureau, donc on vous propose notamment donc la personne
On rajoute Madame Legrand, Eliane, membre du bureau, les autres, Libert Marie-Josée, Fourmeau Jean-Marc et Lardier Jean-Marc, étaient déjà membres du bureau de l'association foncière de remembrement. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions? Merci. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et dernière délibération concerne... Ah non, il y en a encore deux, pardon. Je vais aller trop vite, excusez-moi. Donc d'abord le tableau des effectifs. Donc le tableau des effectifs, vous l'avez eu, hein, vous avez vu que on veut transformer 5 postes à temps partiel en postes à temps complet. Alors pourquoi? Eh ben, c'est affiché, mais je vous le redis. D'abord pour améliorer les conditions de vie des agents. Il faut savoir que parmi ces 5 agents, vous avez vu qu'il y a un poste à 18 heures et un poste à 20 heures, à 26 heures, 28 heures, 30 heures. Donc mon premier objectif, c'était de réaccorder un peu d'équité entre les statuts des agents, notamment le poste à 18 heures. Ça faisait plus de 20 ans que la salariée était à 18 heures. Alors bon, vivre avec un salaire au SMIC à 18 heures par semaine, vous voyez un peu la difficulté. Et donc voilà, par souci d'équité, on va proposer à ces 5 agents qui forcément sont plus qu'enthousiastes de passer à temps plein. Et ça nous permettra aussi de rééquilibrer le temps de travail des heures complémentaires, parce que ces agents-là étaient à temps partiel, plus que partiel pour certains, mais ils avaient forcément, on avait besoin d'eux, parce que les besoins de la commune sont là, et donc on leur demandait un mois de faire 4 heures de plus, le mois suivant de faire 20 heures de plus, etc. Donc avec des fluctuations de salaire très très difficiles à gérer pour eux. Donc voilà, ça nous permettra l'un dans l'autre de ne pas dépenser beaucoup plus, mais en tout cas d'avoir des salariés motivés, parce que étant sûr d'avoir un poste qui leur permette de vivre correctement. Et puis globalement, en associant un peu plus comme ça les salariés à leur vie personnelle, on permet aussi d'améliorer le fonctionnement du service dans les écoles, puisqu'on a rééquilibré les temps de travail de l'ensemble des salariés, notamment qui fonctionnent dans les écoles. Il faut savoir que jusque la rentrée dernière, on pouvait avoir un salarié qui commence à 8 heures jusqu'à 18 heures sans aucune interruption de son temps de travail. Donc, dans le cadre de la réorganisation des services, tous les salariés de la ville ont au moins maintenant leurs 45 minutes de pause méridienne pour leur permettre de reprendre leur travail dans de bonnes conditions. Voilà, tout ça a été intégré dans cette réflexion et dans le fait de faire passer ces agents à temps plein. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette évolution du statut des agents? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Merci. Adopté à l'unanimité. Et enfin, dernière délibération, on a la volonté de structurer donc, tout ce qui tourne autour de l'animation, de l'événementiel, de la culture, du sport, de la communication, de la participation des habitants, et on n'avait pas de responsable de service dans ce secteur-là. Donc on a fait un appel à candidature pour trouver quelqu'un qui nous permettrait de gérer cette phase très importante quand même de la ville, et notamment, bon, on l'a vécu ce week-end, mais on le vivra très intensément dans les semaines et dans les mois qui viennent, puisqu'on a besoin absolument de quelqu'un qui nous accompagne pour associer la population au développement de nos politiques. Et donc on a recruté un agent dont j'ai cité le nom tout à l'heure, qui s'appelle Alexis Vin, suite à un jury de concours comme on fait pour tous les recrutements. Un jury de recrutement, plus exactement, comme on fait pour tous les recrutements. La volonté, comme vous le savez aussi, c'est nous de favoriser les agents à temps plein et surtout fonctionnaires de la fonction publique territoriale, parce qu'on a une vraie volonté de défendre le service public local. Malheureusement, parmi tous les candidats, le meilleur n'a pas passé le concours de la fonction publique, donc il ne pouvait pas être fonctionnaire. Néanmoins, comme c'était le meilleur, j'ai décidé de sélectionner cette personne, mais pour qu'elle puisse travailler de façon correcte, il lui faut un contrat adapté. C'est pour ça qu'on vous propose de nommer Alexis Vin sur un contrat de projet. C'est-à-dire que son projet, c'est de développer les politiques dont je viens de vous définir les grands axes pour aider la collectivité à acquérir une activité participative, une activité sportive, une activité événementielle
et une activité culturelle plus développée que ce que c'était avant. Donc c'est un engagement fort, il faut qu'ils puissent être sûrs de pouvoir s'engager sur plusieurs années, parce qu'il ne peut pas changer tous les ans si on veut une politique cohérente. Donc voilà, c'est l'objectif de ce contrat de projet qui est un contrat tout à fait officiel, prévu par la loi, mais qui est un contrat particulier, donc on doit délibérer pour me permettre de recruter cet agent sur ce type de contrat. Donc les conditions aussi bien de rémunération que de durée du contrat, etc., vous avez eu dans les délibérations. Ce que je peux préciser, c'est qu'il a au moins embauché pour 1 an et au maximum pour 6 ans. Dans 6 ans, il faudra soit qu'il ait passé un concours de la fonction publique, soit qu'on trouve un autre type de contrat pour lui permettre de continuer sa carrière. Est-ce qu'il y a des questions sur ce type de contrat? Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, je vous demande de valider la création à compter du 1er janvier 2022 d'un emploi non permanent en temps complet de catégorie B, assimilé à assistant de conservation. C'est le titre officiel des grades de la fonction publique territoriale. De préciser que ce contrat sera renouvelé par reconduction express dans la limite d'une durée maximum de 6 ans. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci, il est adopté à l'unanimité. Merci pour lui et pour nous. Voilà, chers collègues, donc le conseil municipal, l'ordre du jour du conseil municipal est terminé, mais nous avons deux types de questions, parce qu'en fait les questions sont beaucoup plus larges voilà, présentées par le groupe Un Nouvel Élan pour Achicourt. Donc je laisse la parole à Caroline Lecoq. Merci. Alors, Monsieur le maire, concernant le dossier restructuration et extension de l'externat et de la demi-pension du collège, vous avez fait part de votre projet de repas cuisiné sur place pour les enfants des écoles dans 3 ans. À plusieurs reprises, vous avez affirmé votre volonté de fournir cette cuisine en produits issus de l'agriculture biologique qui seront cultivés et produits pour ceux qui peuvent l'être sur la commune. Ce projet étant une volonté commune à l'ensemble des élus, nous ne pouvons que le saluer. Cependant, le délai de mise en œuvre de 3 ans est très court. Aussi, le calendrier et ses étapes ont-ils déjà été posés? Merci. Donc effectivement, on ne peut que réaffirmer notre volonté de faire que les enfants de la commune d'Achicourt puissent, à échéance de 3 ans, manger plus correctement que ce qu'ils mangent par les repas fournis par un prestataire industriel, puisque actuellement, donc, comme j'ai dit au début de conseil municipal, on a renouvelé le contrat avec la société Lys Restauration, appelée autrement API. On a demandé à cette société de nous fournir cette année 30% de produits biologiques, mais on espère que dans 3 ans, on pourra au moins faire bénéficier nos enfants de 50% ou plus de produits biologiques. Alors, au niveau de l'échéance et des étapes pour arriver à cela, pourquoi 3 ans? Parce que d'après l'annonce, en étant quand même relativement prudent, mais d'après l'annonce des services du département du Pas-de-Calais, dans 3 ans, la cuisine centrale du nouveau collège sera construite. Donc à partir de ce moment-là, dans le cadre de la politique qui est déjà voulue par le département depuis longtemps, l'alimentation des enfants des collèges, de tous les collèges du département, est largement déjà avec une priorité de produits locaux et de produits bio. Donc on s'inscrit dans cette pratique-là pour les 3 ans, dans 3 ans. Et quant à la mise en œuvre de produits locaux, produits sur Achicourt et bio, produits sur Achicourt, on va mettre en place petit à petit ce projet, mais pour l'instant on en est encore au balbutiement. Donc peut-être que les premières carottes sortiront des champs d'Achicourt dans 4 ans, peut-être. Mais en tout cas, si les carottes ne viennent pas d'Achicourt, on ira les chercher chez un producteur local bio qui sera à 10 ou 15 km, mais on se débrouillera pour que les enfants d'Achicourt puissent manger bio à cette époque-là. Voilà un peu. Donc au niveau de l'échéance, il y a 2 échéances. Il y a l'échéance de la construction de la cuisine centrale qui est actée maintenant avec le département. Alors là-dessus, une précision aussi, tout à l'heure on a posé la question sur Annie. Au départ, mon objectif c'était d'avoir une mutualisation des fabrications des repas avec les communes de Borin, d'Agny et d'Achicourt. Les 2 communes de Borin et d'Agny ont décliné l'offre du département. Mais nous, on a confirmé notre engagement de vouloir bénéficier de la cuisine du collège pour fabriquer les repas des jeunes d'Achicourt.
Donc ça, c'est la première phase. Et après, la deuxième phase, c'est comment on va mettre en place une production locale de maraîchage, de biologique, etc. Ça, pour l'instant, il faut trouver des porteurs de projets, il faut trouver des terrains, et voilà. Même s'il y a la volonté, là aussi, d'accompagnement de la communauté urbaine, parce que je suis aussi vice-président au schéma de cohérence territoriale de la Rajoie, et je suis en charge de ce qu'on appelle du développement du projet alimentaire territorial qui est assez balbutiement, mais on va mettre en place un projet d'alimentation territoriale, et dans ce cadre-là, on va être accompagné par la communauté urbaine pour réfléchir à la méthode et aussi pour avoir sûrement des financements pour mettre en place, par exemple, une ferme urbaine dans les années qui viennent. Mais ça ne sera pas demain matin, ça sera peut-être après-demain, mais en tout cas, c'est la direction dans laquelle on travaille. Voilà, Caroline, ce que je peux dire sur cette question-là. Alors, deuxième question orale concernant Ludovic. Les Achicouriens ont été nombreux à déplorer un manque d'entretien de la ville depuis le début de cette année. Malgré leur dévouement, les employés municipaux étaient-ils suffisamment nombreux pour faire face à une surcharge de travail durant cet été exceptionnellement pluvieux que nous venons de connaître? N'y a-t-il pas un problème de sous-effectif au sein du service espace vert? Fallait-il mettre fin au contrat liant la ville aux prestataires extérieurs avant d'ajuster les moyens humains et matériels? Des investissements ou une réorganisation des services sont-elles prévus à ce sujet? Merci. Donc le règlement intérieur du conseil municipal prévoit de poser une question à la fois. Ludovic est généreux parce qu'il m'en pose 4 d'un coup. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, comme on est là pour échanger et pour délibérer. On reste un peu sur la même thématique aussi. Comment? On Oui, reste c'est la sur même la même thématique, thématique. mais il y a quand même 4 questions bien précises. Mais c'est pas grave, je vais y répondre, il n'y a pas de problème. Voilà, donc premièrement, est-ce que les agents municipaux sont assez nombreux pour faire face à une surcharge de travail durant cet été exceptionnellement pluvieux que nous venons de connaître? Alors ma réponse est oui. Même si tu ne l'as pas vu sur le terrain, je pense que les salariés de la ville sont assez nombreux, tout simplement parce qu'on a pris l'engagement de réinternaliser l'entretien des espaces verts, mais à coût constant. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à coût constant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas passé commande à une entreprise pour faire l'entretien, et cette dépense qu'on n'a pas faite auprès des entreprises, on l'a réinvestie en recrutant des salariés compétents, formés et volontaires. Tous les échos que j'ai, c'est que les recrutements qu'on a fait dans ce domaine-là sont plus que positifs, parce que les jeunes qui sont embauchés vont petit à petit apprendre à ceux qui sont moins performants, moins compétents en la matière, à apprendre un travail qui faisait de bonne volonté, mais pour lequel ils n'avaient pas forcément la compétence. Donc je pense franchement que, d'autant plus qu'on vient de recruter 3 nouvelles personnes pour les mêmes services, hein, même si c'est des contrats aidés, c'est quand même des agents avec 2 bras et 2 jambes, donc ils vont permettre au service des espaces verts, en tout cas au CTM, de pouvoir faire face aux nécessités. Manque de chance, cette année, on a eu un été super pluvieux, et puis on n'était pas encore équipé comme on aurait pu espérer l'être. Parce qu'il a fallu se mettre en route, faire des études comparatives pour essayer d'avoir du matériel au meilleur coût, etc. Manque de chance, le matériel est arrivé en fin de saison. Donc forcément cet été, vous n'avez pas vu la mise en place et l'efficacité des services. Mais je suis persuadé qu'avec la bonne volonté de tous les salariés de la ville, les services d'espace vert montrera dans les prochaines saisons qu'il n'y a pas de sous-effectif, mais avec une réorganisation qu'on est aussi en train de mettre en place, je pense que tous les Achicouriens seront contents de la prestation faite par les services municipaux dans les prochaines saisons. Voilà. Alors, fallait-il mettre en œuvre un contrat liant la ville aux prestataires extérieurs afin d'ajuster les moyens matériels? Non, je ne pense pas. On a fait le choix de réinternaliser. On a aussi, à certaines périodes, essayé de faire appel à des prestataires extérieurs qui ne nous ont pas donné satisfaction. Donc, je pense qu'on va se maintenir à la politique qu'on a décidée pour gérer la ville autrement.
Et des investissements et une réorganisation des services sont-ils prévus à ce sujet? Oui, c'est en cours. On a commencé à réorganiser le centre technique municipal. On va continuer à l'organiser pour que ça tourne le mieux possible. Et les investissements sont plus qu'en cours, puisqu'on a acheté du matériel pour les jardiniers en quantité assez, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure dans le tableau de réajustement des crédits, mais on a acheté pour plus de 40 000 euros de matériel de jardinage. Donc je pense que globalement, l'outillage y sera là. Voilà, je pense avoir répondu aux 4 questions, peut-être en globalisant un peu. Bien sûr, Patrick, tu peux rajouter un complément. Juste un complément sur les fins de contrat. D'abord, on n'a pas mis un terme au contrat. Les contrats étaient à échéance. Et déjà, l'entreprise Regain ne souhaitait pas renouveler car il était en incapacité de fournir en fait la main-d'œuvre. Et même l'équipe précédente avait déjà eu ces difficultés, ces remontées, où Regain avait manifesté en fait son envie de mettre un terme au contrat de leur côté. Et puis la Vie Active, on est arrivé en fin de contrat, il n'y a jamais eu de manifestation de leur part, etc. parce qu'ils étaient aussi en fait appelés vers d'autres missions. Il n'empêche qu'on avait quand même, pour soulager un peu les services techniques, prévu une prestation. On l'avait négocié avec Regain en disant ok, mais est-ce que quand même ponctuellement vous pouvez nous faire un gros nettoyage de la ville des fils d'eau? On avait dit ok, prestation complète, etc. Négocié, prix négocié. On en a lancé une, il me semble c'était fin juin, à peu près. Ils ont commencé, leur chef d'équipe Covid, il a contaminé toute l'équipe, on les a quasiment jamais revus. Donc, et la difficulté aussi, c'est-à-dire que même en faisant appel à des sociétés extérieures, on ne maîtrise pas forcément le nettoyage. Donc effectivement ça, plus les mauvaises conditions, plus l'arrêt des phytosanitaires, parce qu'il faut le dire aussi. Aujourd'hui, c'est plus difficile de traiter des mauvaises herbes. Avant, on passait avec une citerne avec des produits chimiques, et on avait besoin de 2 agents pendant 2 jours. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Donc en face de ça, comment on le traite? On augmente les effectifs pour compenser, ou on fait appel au règlement en rappelant aux gens que l'entretien des fuites d'eau incombe en fait aux habitants, etc. Donc il y a aussi cette démarche pédagogique à faire en disant c'est un choix aussi l'entretien des fuites d'eau. Aujourd'hui, malheureusement, enfin heureusement j'allais dire, les phytosanitaires, surtout dans le fuite d'eau, donc c'est quand même des produits qui sont drainés par l'eau pluviale directement dans nos cours d'eau qui sont déjà en sale état. L'arrêt de ces traitements-là, c'est une bonne chose pour la biodiversité et pour la qualité de nos eaux qu'on boit au quotidien. Sauf que derrière, oui, ça pousse. Voilà. Et on a une difficulté. Il faut peut-être accepter aussi qu'on n'aura plus des fuites d'eau sans aucun végétal actuellement. Il faut reprendre le problème aussi aujourd'hui de la situation et de la réglementation. Maintenant, si tout le monde est d'accord pour qu'on augmente de 20% les impôts, on peut avoir des fuites d'eau nickel. Non mais c'est ça aussi la question, mais je pense pas. Donc, Voilà, donc en fait, toujours est-il que je pense que les services ont bien travaillé, qu'on peut faire encore des efforts, mais qu'on les fera pour que ça se passe très bien pour l'ensemble de la population. Il y a un point aussi qu'on peut remarquer si on parle que des fils d'eau, c'est que dans les endroits où la route est propre, neuve et correcte, il y a beaucoup moins de végétation le long des trottoirs. Donc, voilà. Donc notre objectif aussi, c'est peut-être de faire que l'ensemble des rues d'Achicourt soient aussi modernisées que devraient l'être les rues d'une ville de 8000 habitants, mais on est loin, mais on va y tendre petit à petit et tout ça, ça va s'améliorer. Voilà, donc je crois que l'ordre du jour du conseil municipal est terminé. Avant de vous remercier, je voudrais simplement vous donner... Monsieur le maire, excusez-moi, ce n'est pas une question, parce que bien entendu, elle n'est pas prévue. Oui. C'est une information, vous avez bien dit une information ce soir sur Naturel qui n'était pas au programme de délibération. L'opposition qui a déjà été exclue des consultations, nous, le fait que nous ayons eu le retour des informations, nous nous confirme que nous n'avons pas les informations sur l'enquête de la CEPADEC. Eh bien, vous les aurez demain matin, M. Castet. C'est simplement une erreur d'aiguillage, mais je regrette beaucoup et vous les aurez demain matin. Il n'y a pas de problème. On va parler avec le micro, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi, les élus de l'opposition étaient prêts à recevoir les habitants.
comprends pas bien là, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Ok. Finalement, quand on n'est pas accueilli d'un côté, qu'on n'a pas non plus l'information. Du projet, parce que en tout cas, ce que je peux vous dire, Monsieur Castet, c'est qu'on va faire une maison du projet pour la zone des Quatre-As et notamment la place de Rouen. C'est le même objectif. C'est nous qui animons la politique municipale. Donc vous pouvez participer, comme tous les habitants, à l'animation de la politique municipale, mais c'est nous qui pilotons quand même la politique pour qu'Achicourt soit autrement. Donc forcément, je ne vais pas vous dire, je peux vous écouter, je peux vous demander de participer, de faire des propositions, mais le pilotage, c'est quand même nous qui allons l'assurer. D'accord. Voilà, donc avant de terminer, je voudrais simplement vous donner une information, mais celle-là, je suis sûr de vous la donner, concernant la piscine municipale. Donc la piscine municipale va être transférée normalement en fin d'année à la communauté urbaine, mais malheureusement, elle est dans l'état qu'elle est actuellement, puisqu'elle a déjà une certaine ancienneté, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a eu forcément des rencontres avec des professionnels, vu son âge, elle est encore en bon état. Néanmoins, vendredi dernier, Mathieu Desjardins, directeur général des services, a eu un coup de fil catastrophé de son directeur de bassin qui lui a dit attention, il faut que je fasse évacuer la piscine parce qu'il y a un souci. Donc il y a un souci qui n'est pas catastrophique, mais qui empêche effectivement le fonctionnement de la piscine, parce que vous voyez comment s'est fait la piscine d'Achicourt, hein. Une belle citrouille à l'envers, et tout au milieu de la citrouille, il y a un équipement technique qui permettait à une époque de ventiler le bâtiment. Cet équipement est tombé en panne, et donc mes prédécesseurs ont dit bon, s'il est en panne, c'est tout, on le laisse comme ça, et puis on fera autrement. Résultat, faute d'entretien depuis un certain nombre d'années, cette coupole en plastique, je ne sais pas comment c'est fabriqué exactement, mais est en train de se détacher et risque de tomber dans le bassin. Donc du coup, on a fermé la piscine, et on ne pourra pas la rouvrir tant qu'on n'a pas trouvé la solution pour décrocher cette partie qui est un peu menaçante. Rassurez-vous, l'ensemble de la structure est tout à fait encore en état de fonctionner, mais cette partie-là, il faut l'enlever. Donc, M. Mathieu Desjardins et les services techniques sont en train de consulter des entreprises pour qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible pour permettre la réouverture de la piscine. Néanmoins, en étant assez optimiste, je peux dire que je pense que le mois d'octobre, la piscine sera encore fermée, mais j'espère bien qu'au 1er novembre, on pourra réouvrir cela dans de bonnes conditions, d'autant plus qu'on risque de devoir vider le bassin. Et donc déjà pour vider le bassin, le réchauffer, etc. et intervenir sur la structure, donc il nous faudra un certain nombre de jours. Et voilà, donc soyez pas inquiets, la piscine rouvrira avant la fin de l'année, bien avant de la fin de l'année, mais je ne peux pas vous donner de date effective de réouverture. Voilà l'information que je voulais donner à tout le monde pour pas qu'il y ait d'inquiétude ou d'extrapolation sur voilà, ils vont fermer la piscine jusqu'à la fin de l'année, etc. Donc, non, c'est pas notre volonté. Notre volonté, c'est de la réouvrir le plus rapidement possible. Et je peux vous dire que le chef de bassin a été super déçu parce que l'année scolaire a été recommencée, les activités des associations étaient reparties et on est obligé de bloquer tout parce que forcément l'équipement il n'est pas utilisable. Voilà la formation que je voulais vous donner avant de vous remercier, de vous souhaiter une bonne soirée et puis une bonne fin de semaine. Et donc rendez-vous le 15 décembre pour le prochain conseil municipal. Merci à tous.